choisi de travailler ensemble pour concevoir ce webinaire-là. On s'est dit, en fait, moi, j'ai une expertise liée aux pratiques collaboratives interprofessionnelles et intraprofessionnelles. Et puis, ma thèse porte sur les pratiques collaboratives. Et puis, j'ai donné le cours Collaboration école-famille et plan d'intervention à l'automne. Je me suis beaucoup interrogée sur les pratiques collaboratives liées à la mise en œuvre du plan d'intervention. Puis, Jean aussi, Jean, je vais te laisser te présenter. Ben moi, l'intérêt, évidemment, avec les invitations d'Audrey, c'était évidemment le lien des approches collaboratives dans le cadre du plan d'intervention, mais surtout au niveau du choix d'attribution d'une aide technologique. Et je vais l'aborder tantôt suite à la présentation d'Audrey, mais ça sera de toute façon interactif, puisqu'on est trois, donc c'est assez intime comme présentation. Et donc, ça sera surtout le volet au niveau du rôle et des responsabilités de chacun, mais aussi de la démarche, puis comment on peut travailler en collaboration dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'intervention en lien avec les mesures d'adaptation. Donc, voilà. Donc, je vais juste... Alors, les intentions, voilà, on vient de les nommer. Les intentions d'apprentissage du webinaire, c'est vraiment de reconnaître le potentiel des pratiques collaboratives pour le plan d'intervention de l'élève, de déterminer les conditions gagnantes pour l'identification et le choix des aides technologiques appropriées, ce que vient de dire Jean, déterminer collectivement les besoins, puis déterminer les rôles et les responsabilités de chaque acteur. Alors, pour commencer, je vous pose la question, que signifie coopération? Je ne sais pas s'il y en a qui ont envie, les micros sont tous activés là. Alors, est-ce que quelqu'un qui a envie de se lancer? Il y a 3 participants. Que signifie coopération? Est-ce que quelqu'un qui a envie de se lancer dans la définition de ce que peut signifier coopération? Si je dis que signifie, oh, il manque collaboration. On va y aller. Quand on est en présentiel, les gens lèvent la main, tout ça. Quand on est en ligne, c'est différent. Donc, je vais vous éclairer un peu entre la différence de ce que c'est la coopération et la collaboration. Donc, d'abord, la coopération, ça représente, on dit que il y a un plus faible niveau d'interdépendance, OK, entre, entre les acteurs, entre les gens qui collaborent. Et puis, on l'aperçoit comme une simple coordination du travail, une juxtaposition des expertises. Par exemple, dans le mot coopération, il y a le mot opération. Donc, on peut comprendre, si on compare avec collaboration, que dans la collaboration, il y a un niveau plus élevé d'interdépendance. Les membres là, de l'équipe travaillent ensemble, partagent leurs connaissances, leur expertise, leur expérience, puis dans le but de résoudre une situation problème, un problème, des problèmes communs. OK, donc et quand on réunit les deux sont complémentaires souvent quand on veut travailler en équipe. Et c'est sur cette base-là qu'on part le webinaire, Jean? Donc, brièvement, c'est quoi l'interdépendance puis les pratiques collaboratives entre les professionnels en éducation? En fait, ce qui est intéressant dans ce schéma-là, dans cette figure, c'est qu'on compare l'indépendance et l'interdépendance. Donc, si on regarde au numéro 1, les échanges sociaux, les informels, superficiels, il y a un faible niveau d'interdépendance, donc on est indépendant. On a des interactions peu centrées sur la résolution de problèmes. Au numéro 2, on voit un petit peu plus, un niveau plus élevé d'intensité dans l'interdépendance. Donc, il y a des relations d'entraide de type informel, entre collègues, ponctuelles, à sens unique. Numéro 3, on a des discussions pédagogiques. On partage des idées et des planifications. On ces échanges, puis on partage. Mais au numéro 4, dans un niveau d'interdépendance plus élevé,
on va assister à des moments où les membres d'une équipe vont partager leur expertise, mais encore vont débattre d'opinions, vont essayer de travailler à la résolution de problèmes complexes ensemble. Donc voilà. Ce qui m'amène à vous parler d'interdépendance, certes, mais c'est quoi la collaboration quand on travaille en équipe, quand on doit réaliser une tâche en équipe? Donc, pour comprendre comment ça se déroule, la collaboration, il y a 4 dimensions. Donc, il y a la dimension de communication, synchronisation, de coordination explicite et implicite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, ce que ça me dit, c'est que quand je collabore puis je travaille en équipe avec les autres, s'il y a un bris de communication ou une mauvaise synchronisation ou une mauvaise coordination, bien, ça se peut qu'on ait du mal à collaborer. Je m'explique, communiquer, c'est échanger, partager des idées. Hein, je ne vais pas m'éterniser sur chacune des dimensions, mais on pourrait là, en parler pendant longtemps. Se synchroniser, c'est faire les tâches au bon moment, dans le temps. Hein, on s'était dit qu'on allait faire ça, qu'on allait se rejoindre. Et souvent en éducation, hein, la synchronisation, c'est difficile de se rejoindre, hein, la synchronicité dans les horaires et tout ça. La coordination explicite, c'est on fait le point sur ce qu'on a fait, les apprentissages ou le point sur le travail qu'on est en train de faire, puis on va plus loin. Et la coordination implicite, c'est souvent une dimension qui est présente quand les équipes, il y a des équipes où la coordination implicite, c'est je fais le travail sans que l'autre, j'anticipe ce que l'autre voulait faire. Donc, c'est une dimension qui est parfois plus ou moins présente et c'est une dimension qu'on voit souvent dans des équipes matures. Puis la maturité, ici, je ne parle pas des équipes qui ont l'habitude de travailler ensemble. Des fois, une équipe peut être mature qui ne sont même pas habituées de travailler ensemble. Donc, c'est une dimension qui est parfois moins présente, mais qui est importante. Alors, ici, ce qui m'amène on a jasé, Jean et moi, de ces deux modèles-là. Quand on collabore en équipe, donc le modèle des pratiques collaboratives en santé nous fait énormément réfléchir. Dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé beaucoup les pratiques collaboratives interprofessionnelles en santé. Puis, eux, ils travaillent, l'Université de Montréal en ce moment prône une approche super intéressante qui est l'approche de partenariat de soins. Brièvement, ce que ça nous dit, c'est qu'auparavant, on avait une approche de soins paternaliste, hein, où c'est le professionnel de la santé là, qui avait toutes les raisons, toutes les solutions et tout ça. Alors que dans les années, ensuite, on s'est déplacé dans un autre type d'approche de soins centrée où tous les professionnels travaillaient pour le patient. Maintenant, on est dans un type d'approche de soins où les professionnels travaillent en partenariat avec le patient pour co-construire ensemble là, à trouver une solution pour offrir des soins, des meilleurs soins de santé aux patients. Je compare avec ce qui se passe en éducation. En éducation, les diverses formes de collaboration, là je parle de celui-là, mais il y en a d'autres. Celui de l'arrivée, ça pourrait se ressembler, mais on ne parle pas d'une approche, hein, vraiment, là. Donc, on parle plus c'est un modèle pyramidal, hein, où il y a un degré de relation, d'engagement ici, puis un degré de consensus entre la famille et les professionnels en éducation. C'est pyramidal. Hein. Au début, on parle d'une consultation, d'information mutuelle. Vous allez voir, on va y revenir pendant le webinaire, de concertation, de coordination. Puis là, quand on monte, on commence à être dans le partenariat, puis la fusion, puis la co-gestion. Ici, on voit que c'est un modèle pyramidal, c'est un autre type de modèle. Alors, c'est ce qui existe en éducation. On ne parle pas vraiment de compétences à développer. Un petit peu, quand on regarde celui en santé, je vous montre celui-là, -là, c'est en lien avec l'approche de soins, c'est celui de l'Université de Montréal, où on dit où on propose dans le cadre, quand on apprend là, les sciences de la santé dans différents programmes, on propose un référentiel de compétences de la pratique collaborative en partenariat avec le patient. Donc, quand on regarde la marguerite, il y a 8 compétences à développer pour
apprendre à travailler, hein, à s'exercer pour avoir des pratiques collaboratives. On pourrait, j'ai recensé un petit guide qui est similaire à la santé. Donc, je fais des allers-retours entre la santé et l'éducation parce que c'est deux secteurs. On a beaucoup, le secteur de l'éducation en ce moment a beaucoup, selon moi, à s'inspirer du secteur de la santé parce que le secteur de la santé a énormément innové au niveau là, des pratiques collaboratives. Donc, ce que j'ai recensé, c'est cet ouvrage-là qui date de 2010 où on a créé un petit guide, un cadre de référence pour soutenir les professionnels en éducation aux pratiques collaboratives en milieu scolaire. Et ce qu'on remarque, c'est que dans ce guide-là, on enseigne comment fonctionne un groupe, une équipe. Comment on peut préparer la conduite de réunion, comment on peut résoudre des conflits, des habiletés de communication, et comment on peut réaliser un plan d'intervention en milieu scolaire et comment la coopération et la collaboration sont des stratégies pédagogiques. Hein? Ce qui m'amène à faire un retour sur les compétences qui sont dans le référentiel en santé, donc des pratiques collaboratives en santé. On peut en repérer certaines, mais elles ne sont pas toutes présentes, notamment le partenariat avec les familles. Donc, oui, on a quelque chose qui existe, mais on n'a pas un référentiel de compétences en tant que tel là, de la pratique collaborative comme en santé. On a, par exemple, beaucoup d'études qui nous indiquent, qui nous guident, qui nous proposent des conditions gagnantes hein, pour avoir de meilleurs partenariats entre l'école, les familles et la communauté. Ici, on a les travaux de Rolande Deslandes à l'UQTR où elle propose des étapes hein, pour constituer des partenariats. Et là, elle nomme les impacts positifs de travailler avec les parents. Et on ne vous présente pas ça pour rien aujourd'hui, hein, parce que vous allez voir qu'on va énormément vous parler de pratiques collaboratives, mais en partenariat avec les familles. Donc, vous pourrez retourner dans cette fiche synthèse-là, hein, Jean, où là, les gens peuvent s'outiller pour mieux collaborer avec les familles. Bon, des retombées positives. De Beaumont, en fait, c'est le guide dont je vous ai parlé. Là. Dans ce guide-là, on relève des retombées positives. Il y en a d'autres. J'ai choisi celle-ci sur les intervenants. On dit que plus les gens vont travailler à exercer des pratiques, plus ils vont collaborer ensemble, plus qu'on va exercer, on va favoriser, on va mettre en œuvre des pratiques collaboratives entre nous, entre enseignants d'ailleurs, et même avec d'autres professionnels en éducation, meilleures seront, plus efficaces seront nos interventions. On va diminuer notre stress. On va augmenter notre sentiment d'efficacité personnelle, puis on va avoir plus d'ouverture et de persévérance et une meilleure capacité de résolution de problèmes dans des contextes difficiles d'enseignement. Et on dit même sur le plan professionnel que les enseignants qui ont l'habitude de collaborer entre eux vont voir la différenciation pédagogique comme une ressource qui permet une mise en place d'interventions concertées. Et ça, c'est important. Puis, une des sources premières là, de développement professionnel, bien, on se rend compte que ça permet la résolution de problèmes en équipe. Ça favorise, ah oui, on dit que plus les gens vont collaborer de manière intra-professionnelle entre enseignants, plus ils vont être susceptibles d'initier la collaboration interprofessionnelle avec d'autres professionnels, par exemple l'orthopédagogue, l'orthophoniste, l'ATS, du C3S, par exemple, et même l'audiologiste et tout ça, on va être plus porté hein, à travailler avec les autres professions. Et ça favorise la rétention et les facteurs de protection au décrochage d'enseignants. Donc, plus je vais avoir des enseignants décroches. C'est intéressant, ça, dans le développement professionnel. Et il y a beaucoup de décroches. C'est intéressant, ça, dans le développement professionnel. Et il y a certaines retombées, positives pour l'élève. Les élèves développent aussi des attitudes plus positives envers l'école. On dit qu'ils obtiendraient même un rendement scolaire plus élevé. Donc, plus on va collaborer ensemble,
plus qu'on met en œuvre des pratiques collaboratives et plus les élèves même vont entretenir de meilleures relations avec les enseignants. Et là, vous me sentez venir. Il y a par contre des facteurs qui sont contraignants, on les connaît. Alors, certains auteurs, là, il y a plusieurs auteurs qui ont recensé des facteurs contraignants liés aux pratiques collaboratives. Pourquoi je collabore et je ne collabore pas? Alors, toute la liste qui est ici, là, je vais vous le dire, c'est la même liste qu'en santé. Et en santé, ils travaillent, ils s'exercent en ce moment, depuis les dernières années, à apprendre à collaborer ensemble en présence, en ligne, pour offrir de meilleurs soins. Donc, on doit énormément s'inspirer d'eux, nous aussi, selon moi et selon ce que plusieurs chercheurs, là, à apprendre à collaborer puis à mettre en œuvre des pratiques collaboratives. Donc, oui, il faut affronter le manque de temps, la trop grande charge de travail, le trop grand nombre d'élèves, les horaires éclatés pour réussir à se réunir, un sentiment d'épuisement, j'ai pas le temps, et le cloisonnement disciplinaire par département. Souvent, dans les écoles secondaires, on voit ça, c'est difficile de travailler en interdisciplinarité. Donc, beaucoup de difficultés de communication. C'est pour ça qu'au début, j'ai présenté le modèle de la collaboration en travail d'équipe où la dimension de communication, c'est important. Dans le guide ensuite que je vous ai présenté, on propose là, des outils pour travailler la communication en équipe. L'isolement et la culture individualiste en éducation, je suis bien dans ma classe, fortement ancrée. Donc, il faut les affronter, ces défis. Et on a un leadership, nous en tant qu'enseignants, mais aussi pour les directions scolaires, qui peut être mis en place. Donc, comment on favorise, c'est quoi les conditions propices qui suscitent les pratiques collaboratives en éducation? Donc, il faut favoriser une bonne organisation. Il faut proposer lors des réunions, dans notre organisation scolaire, des moments pour que les enseignants puissent travailler ensemble. Même si on manque de temps, il faut proposer aussi des tâches qui vont susciter la collaboration, des situations, problèmes communs aux enseignants. Il ne faut pas prendre de décisions à la place, souvent, des enseignants. Ou à la place de nos collègues, il faut, dans notre organisation, mettre en œuvre là, tout ce qu'il faut lors des réunions notamment ou des ateliers de travail pour qu'on collabore. Il faut avoir une mission commune, on en parle. Et on dit aussi que la qualité des contextes favorise là, les pratiques collaboratives. Donc, la stabilité du personnel. Il faut apprendre à travailler, même en santé, ils ont très rarement une stabilité du personnel. C'est un défi à affronter. Il faut pallier avec ce défi-là. Il faut avoir une ouverture d'esprit puis une volonté de collaborer. Donc, il ne faut pas avoir peur du jugement. Donc, ce qui nous amène à vous parler de la collaboration interprofessionnelle. Si on regarde ici en parallèle avec la collaboration intraprofessionnelle, on voit ici le dessin. Ce dessin-là représente beaucoup, on peut voir des professionnels de l'éducation et de la santé autour de l'élève, donc autour ou peut-être avec l'élève. Donc, c'est le fil conducteur vers les aides technologiques, vers le plan d'intervention. Donc, ce qu'on voudrait prôner, c'est qu'il faut favoriser la collaboration interprofessionnelle pour travailler autour de l'élève, mais aussi il faut favoriser la collaboration intraprofessionnelle entre nous pour avoir de meilleures pratiques, pour avoir de meilleures interventions, donc les échanger. Brièvement, le numérique, donc qui est un levier pour collaborer. Ces différents outils là, qui existent pour collaborer avec les parents ou de manière intra-professionnelle. On pense aux communautés de pratique
qui peuvent exister, pardon, en robotique. On voit aussi en adaptation scolaire, on voit aussi l'école en réseau qui peut favoriser les pratiques collaboratives. Nous, vous voyez, aujourd'hui, on utilise VIA, mais c'est l'école en réseau qui propulse ce webinaire. Donc, il y a aussi des communautés de pratiques intra- et interprofessionnelles en ligne, hein, très informelles sur Facebook, sur Twitter. Et quand on travaille avec nos élèves, ou même entre nous, on peut utiliser les outils de Google et d'Office pour favoriser la collaboration intra-professionnelle. Ce qui m'amène à vous parler du plan d'intervention, un autre type de collaboration inter- et intra-professionnelle. Donc, ici, on regarde dans cette diapositive-là, il y a deux sections. Il y a une section avec plein de textes. Donc, c'est un extrait du livre, l'image qui est à côté de Nathalie Miara. Donc, Nathalie Miara, ce qu'elle propose, et elle a dit, tu dois sûrement connaître son livre, tu vas travailler avec Nathalie dans le cadre du cours. Ce qu'elle propose notamment, c'est de travailler, elle favorise les pratiques collaboratives là, interprofessionnelles pour le plan d'intervention de l'élève. Donc, pour elle, c'est un processus et puis des ententes entre nous tous en partenariat avec les familles. Le plan d'intervention, ce n'est pas un document papier, c'est réellement un processus puis un outil. Donc, quand on parle de collaboration dans le plan d'intervention, on parle beaucoup de méthodes de résolution de problèmes. Donc, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'on parle, donc, la collaboration, notre situation problème, c'est, on veut résoudre un problème, c'est les besoins de l'élève, hein, les besoins de l'élève qui est en situation problématique. Donc, ce qu'on veut, c'est que les enseignants travaillent ensemble et puis on va y revenir plus loin, pour faire l'analyse des besoins de l'élève et puis pour élaborer ensuite le plan d'intervention. Et ce n'est pas simple de réunir tous les acteurs autour du plan d'intervention de l'élève. Et quand on parle de coopération, c'est vraiment le processus d'interaction, puis on va y revenir encore plus tard, où là, on vise à élaborer, là, chacun a son rôle, hein, chaque professionnel, l'enfant a son rôle, a ses responsabilités dans le plan d'intervention pour mettre en œuvre les moyens et atteindre les objectifs ciblés pour combler les besoins que l'élève a. Donc, voilà, donc quand je parlais au début que la coopération et la collaboration sont complémentaires, notamment dans le plan d'intervention, bien ici, c'est un bon exemple. Et on n'oublie pas en collaboration, en partenariat avec les familles. Hein. Donc, un exemple, le numérique pour favoriser les pratiques collaboratives en partenariat avec les familles. Il y a un outil qui existe qui s'appelle Banco. Alors, cet outil-là, c'est un outil d'aide à l'élaboration, la gestion et la révision des plans d'intervention de transition où tous les professionnels impliqués dans un plan d'intervention et les familles, les parents, l'élève, peuvent participer à la rédaction, à l'élaboration, puis même à la régulation des moyens. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Tel moyen. Puis là, Jean va y revenir là, tout à l'heure là, au niveau des aides technologiques, par exemple, parce que nous, on veut vous parler des aides technologiques, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et cet outil numérique-là, c'est une plateforme qui existe. Hein. Elle est dans la liste EdTech là, dans le plan d'action numérique en éducation. Donc, et puis, on a Mosaïque Portail, qui est un outil qui est fait par la GRIX, où on invite, qui peut favoriser les pratiques collaboratives entre l'école, la famille et les professionnels en éducation. Donc, vous pourrez aller découvrir là, ces deux plateformes-là. Il faut faire attention, pour terminer, il faut faire attention parce que quand on utilise le numérique, il faut s'assurer, dans le cadre du plan d'intervention, il faut s'assurer que les données des enfants restent confidentielles et soient protégées. Donc, quand on parle d'un outil comme Banco là, ou le portail Mosaïque,
on peut échanger sur le plan d'intervention de l'élève et les données vont rester confidentielles. Donc, c'est pour ça que je vous présentais là, cette, cette image qui est un extrait du cadre de référence de la compétence numérique qui est sorti il y a 2 semaines, qui a été propulsé, bon, qui est propulsé par notre ministère. Donc une des dimensions là, de cette compétence-là, qui est la dimension centrale, c'est agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Donc, il faut faut être vigilant quand on collabore autour de données personnelles d'élèves là, quand on utilise le numérique, que ce soit n'importe quel outillage. Hein. Voilà. Alors, ce qui nous amène à vous parler là, des conditions gagnantes pour choisir là, les aides technologiques dans le cadre du plan d'intervention. Donc, comment on travaille ensemble pour choisir les aides technologiques. Donc, j'ai comme mis la table pour on atterrit dans le plan d'intervention. Merci, Audrey. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions avant que j'embarque sur le volet des aides technologiques. Élodie, Nadja ou Sophie. Sinon, je vais y aller. Alors, évidemment, pour parler des conditions gagnantes pour l'identification soit des aides technologiques qui devraient être appropriées aux besoins des élèves, je trouve ça important on va venir d'abord, c'est quoi une aide technologique, juste pour s'entendre de quoi qu'on parle. Lorsque je parle d'une aide technologique, c'est d'abord une technologie de l'information et de la communication. Et avant ça, je vais peut-être situer mon rôle aussi, avant de parler d'aide technologique, parce que pas tout le monde qui me connaît, Sophie me connaît, mais d'autres moins. Je suis conseiller pédagogique à la CSDM, mais aussi conseiller pédagogique au Service national du récit en adaptation scolaire. Mon rôle consiste à soutenir l'ensemble des intervenants en adaptation scolaire à la province euh, par le biais de formation, par le biais de développement d'un site Internet, par le biais de consultation, de prêts d'expertise conseil. Donc, je travaille également souvent avec des conseillers pédagogiques, des enseignants et aussi avec le ministère de l'Éducation, soit la sanction des études, soit la direction d'évaluation, soit la direction d'adaptation scolaire. Et dans mon rôle également, je travaille auprès des gestionnaires du réseau scolaire pour les aider dans une approche collaborative, justement, à bien gérer les aides technologiques au profit des élèves. Parce que, évidemment, lorsqu'on parle d'aide technologique appliquée à utiliser par les élèves qui sont en situation de besoin pédagogique, ça suppose qu'il y a plusieurs catégories d'intervenants qui sont impliqués. Initialement, historiquement, on sait que c'est souvent des orthopédagogues et des orthophonistes qui ont été à l'origine de l'utilisation des aides technologiques au début des années 2000. Et même que les orthopédagogues prennent une grande place là-dedans. Les enseignants ont tardé un petit peu à s'y intéresser. Je parle globalement, généralement. Mais il reste que les leadership des orthopédagogues et de certains enseignants aussi, il ne faut quand même pas se le cacher, ont fait en sorte que ça a progressé, les aides technologiques au profit des élèves pour les soutenir dans leur apprentissage. Toutefois, si je regarde au niveau des orthopédagogues, il n'y a rien qui est défini dans leur tâche. Actuellement, c'est une initiative historique, mais rien n'est défini dans la tâche des orthopédagogues, rien n'est défini dans la tâche des enseignants en ce qui a trait à la place des technologies en enseignement et la place des technologies comme support d'apprentissage des élèves. D'où la nécessité de se donner un cadre organisationnel, un cadre qui va susciter justement la prise de conscience, la collaboration et le fait d'important de déterminer les rôles et les responsabilités de chacun. Moi, j'ai participé, donc il y aura plusieurs volets que je vais aborder. Le volet horizontal, donc la pratique, la collaboration à l'intra. Il y a aussi à l'extra avec les autres organismes, mais il y a aussi vertical avec les paliers gouvernementaux ou avec d'autres organismes, d'autres réseaux, d'autres paliers scolaires. Donc, lorsqu'on parle d'aide technologique, c'est une vision globale. J'ai 3 termes pour illustrer ça, vision, cohésion, cohérence. Vision, tu l'as mentionné tantôt, Audrey, dans une de tes diapositives, l'importance de savoir quelle place prend les aides technologiques au profit des élèves en situation de besoin pédagogique, quelle place que prennent les outils technologiques, les aides technologiques dans la mission éducative de l'école. Et ça, c'est important parce que la mission éducative de l'école, c'est qualifier, socialiser et aussi éduquer, instruire. Donc, la notion, tous ces éléments-là sont intervenants justement à se parler parce que
on a eu longtemps une approche comparative technologique qui se situe dans cette mission éducative-là et oblige les intervenants justement à se parler parce qu'on a eu longtemps une approche compartimentée qui a fait en sorte, comme par exemple, c'était le service informatique qui devait commander les outils technologiques pour tout le monde. Et c'est même les services informatiques historiquement qui sélectionnaient les outils que devaient utiliser les élèves handicapés ou en difficulté, alors que le service éducatif a tardé à prendre ses responsabilités historiquement. Là, on voit que depuis une dizaine d'années, puis depuis 5 ans, les services éducatifs, les ressources éducatives de certaines commissions scolaires prennent davantage de responsabilités à l'égard des outils technologiques parce qu'elles considèrent qu'elles ont un rôle à jouer dans le choix des fonctions d'aide et des aides technologiques pour supporter l'apprentissage des élèves. Et donc, on voit également, et souvent aussi, c'était relevé, c'était soit dans le service informatique, le technicien qui s'en occupait, mais aujourd'hui, on a compris que ce n'était pas juste des outils techniques, ce n'était pas juste des bebelles, c'était des outils qui devenaient des outils pédagogiques et non pas juste des outils techniques, qui prenaient de plus en plus de place dans la réussite éducative de nos élèves. De telle sorte que sur le plan provincial, maintenant, depuis 2008, il y a une règle administrative, juridique, légale, qui est émise par la sanction des études, qui autorise les élèves qui sont en besoin particulier de pouvoir bénéficier des aides technologiques en lecture, en écriture, non seulement en contexte d'apprentissage, mais en contexte d'évaluation. Donc, c'est même inscrit dans la loi. Mais pour ça, il a fallu travailler de pair avec les orthopédagogues du réseau, de pair avec les intervenants, pour que aussi, et le milieu, la direction de l'adaptation scolaire, donc c'est un axe vertical pour arriver à cette décision administrative qui va faciliter les choses au niveau des intervenants et des élèves et légaliser, si on veut dire, le recours à des aides technologiques pour démontrer les compétences des élèves qui ont des besoins particuliers. Alors ça, c'est le volet vertical. Mais à l'interne, c'est important de bien comprendre la place des aides technologiques et comment l'articuler dans une démarche collaborative. Et ça, il faut définir d'abord, je reviens à cette notion de définition d'une aide technologique. C'est non seulement une technologie, parce que c'est une technologie de l'information et de la communication, c'est un outil qui s'adresse à tout le monde. Évidemment, si je vous posez la question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent un cellulaire, tout le monde va nous répondre oui. Est-ce que vous consultez, par exemple, sur le web, une recette de Ricardo pour préparer une recette, vous allez me dire oui. Si vous, est-ce que vous planifiez un voyage, réservez vos billets d'avion par Internet, planifiez et réservez vos hôtels, vous allez me dire oui. Donc, pour vous et pour nous tous, ce sont des outils qui nous facilitent la tâche. Mais ce ne sont pas nécessairement ces outils-là ne prennent pas nécessairement le sens d'une aide technologique. Ils vont prendre le sens d'une aide technologique lorsque ça va permettre à une personne, dans le cas qui nous concerne, un élève, de réaliser des tâches, de développer des compétences, d'atteindre un état socio-affectif qui serait difficilement atteignable ou réalisable sans l'apport de la technologie. Je donne par exemple un élève qui aurait des graves difficultés à lire parce qu'il a des difficultés de décodage ou de fluidité en lecture. Le recours à une fonction d'aide telle la synthèse vocale va lui permettre de mieux lire, d'avoir une meilleure fluidité en lecture, de réduire sa surcharge cognitive pour lui permettre d'accéder au sens de son texte. Donc, souvent, il va lui permettre de comprendre un texte alors qu'avant, c'était très difficile parce qu'il y avait une surcharge cognitive à la lecture. Au même titre qu'un élève pourrait aussi, dans certains cas, être incapable de lire, mais bénéficier de la synthèse vocale pour accéder à la lecture, sans même être capable de lire parce qu'il n'y a pas les capacités intellectuelles de lire. Donc, une technologie prend un sens d'une assistance technologique lorsqu'elle va compenser une difficulté marquée ou contourner une difficulté marquée ou une incapacité à réaliser une tâche ou une compétence ou un état. Donc, on vient statuer c'est quoi une aide technologique. Maintenant, dans le cadre du plan d'intervention, le choix d'une aide technologique, ça doit être pris au sérieux. J'évoque souvent la notion de cohésion et cohérence. Tantôt, j'ai parlé de vision. La cohésion et la cohérence, c'est important parce que dans le choix à l'intérieur, on va parler à l'intérieur d'une école, on parlera tantôt à l'extérieur, dans la politique de la commission scolaire. À l'intérieur d'une école, c'est important qu'on comprenne les concepts. Au même titre que si j'enseignais l'histoire, c'est important de définir les concepts. Au niveau des aides technologiques, pour ça, j'ai défini tantôt le concept d'aide technologique. C'est important que tous les acteurs d'une même école connaissent et comprennent bien ce qu'on entend par une aide technologique, par une mesure d'adaptation, qu'ils comprennent également quels sont les élèves admissibles à recevoir une aide technologique, quels sont les élèves qui ne sont pas admissibles à recevoir une aide technologique, de savoir que comme mesure d'adaptation, l'aide technologique doit répondre à une situation de besoin pédagogique. Donc, il faut définir c'est quoi une situation de besoin pédagogique, il faut définir c'est quoi un besoin pédagogique qui est une cible, et il faut définir les difficultés marquées de l'élève. Donc, il y a certains concepts qu'il faut définir et s'entendre, parce que si on ne s'entend pas sur les concepts, si on veut répondre, plutôt on donne l'aide technologique pour répondre à une situation d'aspiration plutôt qu'à une situation de besoin, bien là, on crée une situation inéquitable à l'égard des autres élèves. Donc, il faut bien s'entendre sur les concepts
à utiliser lorsqu'on vient pour parler d'aide technologique. Et d'où l'importance, là, c'est ça qui va créer la cohésion dans l'école. Et on va bien se comprendre si on s'entend sur les termes. Deuxièmement, la cohérence, si on s'entend bien aussi sur les règles et les normes reliées aux balises d'attribution d'une aide technologique, à savoir quels sont les élèves admissibles et quels sont ceux qui ne le sont pas, et qu'on établisse ces indicateurs qui nous permettent de valider quels sont les élèves admissibles ou pas, bien ça va nous permettre dans nos actions d'avoir une meilleure cohérence dans nos actions. D'autre part, l'autre point important aussi, que dans le plan d'intervention, tous les acteurs concernés par la problématique de l'élève ou par l'utilisation de la technologie comme piste de solution à des besoins pédagogiques de l'élève, bien sûr, ces acteurs-là doivent être non seulement appelés, mais collaborer à la mise en place du plan d'intervention et aussi être impliqués dans la décision de l'élève si oui ou non on va aller de l'avant avec le recours à une aide technologique parce qu'on aura constaté que malgré les interventions fréquentes, ciblées, systématiques des intervenants, l'élève n'arrive toujours pas à atteindre les exigences des tâches. Donc, il devient indispensable de recourir à une aide technologique comme mesure d'adaptation, toutefois en maintenant les mesures d'adaptation du RAI. Alors, donc, c'est important de bien cibler ces éléments-là. Et c'est pour ça que le rôle de la direction d'école doit être présent. J'ai souvent vu des cas où c'était juste un intervenant dans l'école qui faisait le plan d'intervention, ou encore le plan d'intervention était un plan d'intervention théorique, mais pas pratique. Donc, il ne faut pas oublier que le plan d'intervention a une dimension légale, on doit l'appliquer. Donc, c'est sérieux, il y a une rigueur à y avoir dans l'élaboration du plan J'ai d'intervention. mentionné Et c'est pour tantôt, ça qu'il Jean, faut. mais l'importance aussi, on parle du partenariat avec les patients, mais en santé, mais en éducation, le partenariat avec les familles et l'élève. Donc, l'élève présent son plan d'intervention et qui comprenne son plan d'intervention, qui comprenne les moyens, puis c'est quoi les aides technologiques qu'il va utiliser. Hein? Oui, j'y arrivais. C'est important que l'enseignante, parce que aussi j'ai mis des titres. Ce que je voulais surtout évoquer dans le fait des titres, je vais revenir tantôt, si tu me permets, aux parents et aux enfants, je ne les oublie pas dans l'approche. Mais c'est important que dans les intervenants premiers, que chacun peut être concerné. C'est-à-dire que souvent, il y a une prépondérance de l'orthopédagogue parce que c'est lui qui s'occupe des aides technologiques. Mais l'enseignante a un rôle à jouer aussi parce que chacun a sa perspective. L'orthopédagogue a une approche plus centrée des fois sur l'aspect, mettons, rééducation. Alors, tu vas finir sur le langage, mais l'enseignante ressource, c'est elle qui va permettre surtout au secondaire de mettre en place les outils, alors que l'enseignante, elle, c'est elle la responsable du cadre d'évaluation et des critères d'évaluation. Donc, c'est important de tenir compte de chacun des perspectives des individus plutôt que d'avoir une seule dominance. Parce que le point de vue de l'orthopédagogue, c'est bien. L'enseignante aussi, elle a des prérogatives un peu différentes. Et c'est la même chose, le TES, qui, elle, vise l'autonomie de l'élève, vise aussi, des fois, l'aspect plus technique de l'approche ou adaptatif de l'approche, alors que la psychoéducatrice va regarder des éléments qui sont plus reliés aux besoins socio-affectifs. Le stress, l'anxiété, est-ce que les aides technologiques peuvent jouer un rôle pour la réduction de l'anxiété de l'élève? Et aussi, ben, comme tu viens de le mentionner tantôt, Audrey, les parents et l'enfant, c'est fondamental. Parce qu'ils ne sont pas présents dans le temps d'intervention, on a un problème. Alors, il faut que l'enfant ait son mot à dire. C'est sûr que des fois, il y a des discussions un peu plus corsées, mais il s'agit de choisir le bon moment. Mais l'enfant doit avoir son rôle à jouer dans le plan d'intervention parce que c'est lui qui va être l'utilisateur des aides technologiques. Alors, malheureusement, j'ai souvent constaté que beaucoup d'élèves ne savent même pas pourquoi ils ont reçu une aide technologique. Et c'est souvent vu comme une approche quasiment techno-médicamenteuse, c'est-à-dire comme si c'était pour résoudre tous ces problèmes, alors que ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas une approche pédagogique derrière ça, ce n'est pas des stratégies, ce n'est pas une concertation entre les différents acteurs pour savoir déterminer les cibles, les priorités et la formation. Bien ça peut jouer un rôle déterminant ou dans la réussite ou la non-réussite de l'approche. Mais le parent aussi a son rôle à jouer. Il a aussi, lui, voit l'enfant à la maison. Donc, il y a de l'information à donner. Peut-être qu'aussi le parent a une compétence dans certains éléments technologiques. Est-ce que l'enfant est engagé? Est-ce qu'il veut utiliser les aides technologiques? Est-ce que c'est une pression des parents ou si l'enfant veut vraiment? Il y a certains parents aussi qui ne veulent pas que l'enfant utilise une mesure d'adaptation. Donc, la discussion, le pourquoi, et pourquoi qu'on choisit une aide technologique, parce que souvent, il y a la priorité des ressources internes. On voudrait que l'enfant apprenne à développer des stratégies pour réussir par lui-même. Mais des fois, malgré toute la qualité des efforts, de son implication, il ne réussira pas, d'où l'importance de rechercher en complément, comme approche complémentaire, des mesures d'adaptation pour compenser justement l'élève à sa difficulté à mobiliser ses ressources internes.
D'où l'importance de tenir compte, d'avoir le tableau des parents de l'enfant, comprendre quelle est la motivation des parents, quelle est aussi la motivation de l'élève, est-ce que l'élève est prêt à s'engager à utiliser l'aide technologique, est-ce qu'il comprend pourquoi il va utiliser l'aide technologique, c'est toutes ces questions-là qui sont fondamentales à éclaircir. Et l'importance de déterminer collectivement les besoins, c'est-à-dire les cibles à atteindre, les difficultés marquées et persistantes de l'élève et les fonctions d'aide qui sont pertinentes. C'est pour ça que dans l'approche, je favorise une approche par triangulation. Donc, lorsqu'on parle de besoins, souvent, il ne faut pas confondre avec des caractéristiques de l'élève. Les besoins, ce sont des cibles. Alors, sont souvent, pas uniquement, mais souvent reliés aux cibles, reliés à l'évaluation. Comme par exemple, l'élève a des difficultés marquées par rapport au besoin ciblé, c'est bien l'orthographier, faire une bonne syntaxe, comprendre un texte. Donc, ces besoins-là, on doit les cibler. On doit bien déterminer la situation de besoin de l'élève qui se démarque par les difficultés de l'élève à atteindre ce besoin-là et de bien choisir la fonction d'aide en adéquation entre le besoin et les difficultés de l'élève pour aider l'élève comme outil facilitateur à l'amener à combler son besoin et atteindre la cible, c'est-à-dire mieux orthographier, mieux comprendre son texte, avoir une meilleure syntaxe. Donc, ces éléments-là, c'est important d'avoir dans l'approche aussi bien définir c'est quoi un besoin, une difficulté marquée et la fonction d'aide. La fonction d'aide, elle prend son sens par rapport aux besoins et à la difficulté de l'élève. Par exemple, l'élève a des difficultés marquées à bien orthographier. Le besoin, c'est orthographier. Sa difficulté, c'est celle de bien orthographier. Il fait une faute à tous les deux mots. Donc, l'hypothèse de travail, quelle est la fonction d'aide appropriée? Ça pourrait être, dans ce cas-ci, une prédiction de mots orthographiques ou une prédiction phonologique. Et là, on valide cette piste-là par expérimentation, par mise à l'essai. Donc, ça, cette dimension-là, par la suite, est importante. Je reviens aussi à la quête de sens. L'importance pour l'élève de savoir pourquoi. Alors, donc, si l'élève d'abord ne reconnaît pas sa problématique, il fait une négation par rapport à sa difficulté en lecture ou en écriture, on ne peut pas rien faire. Donc, il faut que l'élève accepte lui-même qu'il est en difficulté. Il faut qu'après ça, qu'on lui parle des fonds, à part ça, des approches. On doit continuer toujours à développer ses stratégies cognitives et métacognitives, mais en même temps, ça, c'est sa capacité à mobiliser ses ressources internes. Mais il y a aussi dans le concept de compétence sa capacité à mobiliser de façon efficace ses ressources externes, c'est-à-dire ses aides technologiques et ses fonctions d'aide. Donc, on lui explique que, par exemple, telle prédiction de mots, ça peut l'aider compte tenu de ses difficultés à bien orthographier. Si on lui montre à bien, puis c'est ce qu'on va faire, à bien utiliser la fonction prédiction de mots, qui va lui permettre de choisir le bon mot pour bien l'orthographier le plus rapidement possible. Et on lui explique que s'il l'utilise efficacement, qu'il y a des chances de faire moins de fautes orthographiques et d'atteindre les exigences de la tâche, on lui donne un sens. On lui indique qu'il va être gagnant à l'utiliser. Parce qu'il faut que l'élève embarque dans le choix et dans son engagement à exploiter de façon efficace ses aides technologiques. Il faut qu'il se sente gagnant. Il faut qu'on lui démontre qu'il va être gagnant. Donc, après ça, il faut le former. Il y a tout un élément aussi. Il faut qu'il s'engage cognitivement. Donc, on va lui montrer, on va expérimenter avec lui des aides, on va lui démontrer que ça a une valeur ajoutée pour lui, que si on lui montre efficacement comment l'utiliser, et dans ce sens-là, il devrait être en mesure de bien utiliser s'il est en mesure de bien utiliser la fonction d'aide, il va constater qu'il y a une différence entre le moment avant qu'il l'utilise et le moment après qu'il l'ait utilisé. Donc, on essaie de déterminer s'il y a une valeur ajoutée. Mais pour ça aussi, il faut qu'il y ait une entente lors de l'élaboration du plan d'intervention qui comprennent bien le pourquoi des aides technologiques et qui lui aussi s'engage à l'utiliser de façon régulière. Il faut qu'il se sente gagnant, comme je l'ai dit tantôt. Il faut qu'il exploite ses aides de façon pédagogique en utilisant des stratégies, une démarche métacognitive et un sens critique, et puis l'utiliser de façon responsable. Je propose même, avant de désigner officiellement des aides technologiques à l'élève, il faut qu'il s'engage dans un contrat aussi à l'utiliser. Alors que nous, les intervenants, on doit s'engager à l'assister pour qu'il l'utilise de façon pédagogique, puis l'accompagner dans ses difficultés là-dessus, puis lui montrer comment bien les utiliser. Donc, c'est un contrat à deux sens. Moi, comme professionnel, je m'engage à l'accompagner et l'élève, lui, il doit s'engager à l'utiliser régulièrement. Puis moi, je vais lui donner des contextes pour qu'il l'utilise. Donc, c'est important, par la mise à l'essai, de valider la valeur ajoutée de l'aide technologique en réponse aux besoins ciblés de l'élève. Ça, c'est fondamental. La valeur ajoutée, c'est un comparatif avant-après. Il doit avoir un gain significatif de l'utilisation de l'aide technologique. C'est ce qui nous permet de valider par expérimentation probante si l'aide technologique répond à la situation de besoin de l'élève. Alors donc, je propose souvent une modalité dans le plan d'intervention qui va aider à la décision
en identifiant, mais souvent les gens ont tendance à partir du moyen. Je propose de partir d'abord du besoin et de la situation de besoin de l'élève. Cibler quel est le besoin. Est-ce que c'est orthographier, calligraphier? Est-ce que c'est faire la syntaxe, la ponctuation? Est-ce que c'est résoudre un problème? Est-ce que c'est comprendre un texte? Et donc, il faut bien cibler les besoins. Il faut par la suite cibler où est rendu l'élève en lien avec ces besoins-là. Et c'est à la suite de ça qu'on aura établi besoin et situation de besoin qu'on va déterminer la fonction d'aide appropriée. Et suite à ça, avant de l'inscrire officiellement dans le plan d'intervention, il faut l'expérimenter, faire une mise à l'essai. Et ça donne de la rigueur à la démarche. Lors de cette mise à l'essai-là, on met l'élève dans le contexte d'utilisation de ses aides et de ses fonctions d'aide. Et on observe et on valide si l'utilisation de la fonction d'aide est pertinente en lien avec les objectifs ciblés. Et par la suite, ben, il faut aussi, ce qui va nous permettre de déterminer si on maintient l'aide technologique, c'est de constater si oui ou non il y a une valeur ajoutée de l'exploitation de l'aide technologique, de la fonction d'aide en lien avec l'objectif de départ. Cette démarche-là, lorsqu'elle est appliquée, ça permet de donner une rigueur, puis aussi ça consigne, le tableau comme tel consigne les données pour aussi avoir de l'information qui sont utiles dans le cadre du plan d'intervention et dans le cadre des transitions, c'est-à-dire lorsque l'élève change d'une classe, d'une école ou même d'une commission scolaire, ou même s'il s'en va du primaire ou du secondaire au collégial. Alors donc, ça, ces éléments-là sont importants. Donc, la nécessité, par la suite, donc, c'est important de déterminer, c'est un plan plus macro aussi, je dirais, commission scolaire ou à l'intérieur d'une école, au même titre à l'intérieur d'une école, une commission scolaire, de déterminer les rôles et les responsabilités de chaque acteur, d'intervenant en lien avec les enjeux. Par exemple, qui va s'occuper de la formation de l'élève pour l'appropriation technique de l'aide pédagogique, pour son appropriation pédagogique de l'aide technologique? Qui va s'occuper de la numérisation des documents papier ou du matériel didactique pour les rendre accessibles à l'élève? Toute la notion d'accessibilité des documents est importante à considérer. Qui va préparer l'élève à l'utilisation des examens en format PDF? Il faut que l'élève expérimente des examens pendant l'année scolaire en PDF. Il ne faut pas être surpris lors des examens du ministère. Bien, tous les enjeux reliés à la sanction des études, quels sont les admissibles, quels sont les élèves non admissibles, qui va décider c'est ça en comité. Il va y avoir également d'autres aspects comme la mesure d'attribution 3810, qui s'occupe de la mesure en lien. Et la mesure 3810, ce n'est pas celle qui. Il y a d'autres mesures. La mesure de l'école, le budget de la commission scolaire doit être pris en considération. Il y a plusieurs éléments, l'achat et l'installation du matériel, l'installation technique du matériel. Donc, on va se constater que dans une commission scolaire, même l'école, ça dépasse des fois l'école. Dans certains cas, ça va jouer le rôle du technicien de la commission scolaire. Dans certains cas, des ressources informatiques. Dans d'autres cas, un comité qui va gérer la gestion des aides technologiques, la mesure de l'attribution des aides technologiques. À l'intérieur de l'école, ça peut être le TES qui a un rôle technique à jouer également dans l'attribution des aides technologiques. Donc, en terminant, c'est important à l'intérieur même de l'école, comme dans un comité plus large du plan de la commission scolaire, si on veut donner une cohérence de commission scolaire, de déterminer pour chacun des groupes d'acteurs, de déterminer à la fois les enjeux ciblés, les acteurs, les responsabilités et se donner un échéancier de travail. Par exemple, sur la formation technique à l'élève, qui devient un enjeu si on lui donne pas, si on n'a pas montré à l'élève comment utiliser de façon adéquate, il ne maîtrise pas son Word, par exemple, ou son WordQ, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme fonction d'aide, bien, ça va être un enjeu, il va mal l'utiliser. La même titre, s'il peut bien connaître quelles sont les fonctions techniques de l'outil, encore faut-il lui montrer comment l'utiliser et bien l'exploiter sur le plan pédagogique. Même chose, sur le plan de la compétence numérique à développer, il y a certains élèves qui ne savent pas comment enregistrer leurs documents. D'autres qui ne savent pas comment maîtriser et repérer des lettres sur le clavier. D'autres ne sauront pas comment rechercher sur Internet ou rechercher l'information, ou souligner, ou marquer, ou annoter. Donc, c'est des compétences numériques aussi à développer. Qui va former l'élève ou accompagner l'élève à ce volet-là? Le parent peut être sollicité sur certains aspects à la maison, par exemple, repérer des lettres sur le clavier, il peut y avoir un jeu qui est fait à la maison. La numérisation, certains parents participent. Évidemment, ce n'est pas nécessairement leur rôle. Mais le partage des rôles fait que chacun en a moins sur ses épaules. Et cette approche-là collaborative, il faut qu'elle soit vue, comprise par tout le monde, au lieu d'avoir une vision compartimentée. Et c'est important de comprendre, d'avoir une approche systémique, que tout le monde se réunisse. Et le leadership de la direction d'école est important là-dedans pour faire en sorte que de ne pas mettre les élèves et les intervenants, c'est-à-dire pas laisser les intervenants à eux-mêmes et pas laisser les parents à eux-mêmes non plus. Comme le transfert des dossiers qui doit se faire à l'école ou dans une autre commission scolaire, c'est un professionnel qui doit le faire. On ne doit pas laisser ça au fardeau du parent pour transférer les dossiers.
Donc, toute la notion du portfolio, encore du transfert du dossier de l'élève, c'est important. Il faut désigner peut-être un répondant professionnel du dossier de l'élève pour faire le transfert d'informations aux autres professionnels. Alors, donc, c'est à peu près ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si tu voulais compléter avec le Ben, on a schéma, essayé Audrey. d'illustrer un peu une synthèse de ce webinaire-là, là, très court d'1 heure, en fait en six bulles. Donc, on se dit que pour avoir des pratiques, pour mettre en œuvre des pratiques collaboratives pour le plan d'intervention de l'élève, là, je me suis inspirée de plein, notamment de Nathalie Miara, mais de plein d'autres auteurs, là. On doit analyser les besoins de l'élève, hein. Il faudrait analyser les besoins de l'élève. Donc, comment on fait ça? Ben, il faut avoir des pratiques collaboratives en partenariat avec les familles et l'élève. Pour se soutenir, vous pouvez revenir là, plus haut là, dans le webinaire, là, plus tôt. En étape 2, pour rédiger, c'est pareil, hein, il faut mettre en œuvre la coopération et la collaboration pour déterminer les rôles, mais aussi pour échanger sur nos pratiques, puis les moyens qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas lors du numéro 3 de la mise en œuvre des pays, puis de la mise à l'essai, hein, ce que vient de dire Jean, jusqu'au numéro 5, hein, quand on régule nos pratiques et les moyens, hein, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, ben, il faut travailler avec les familles, il faut trouver des moyens hein, pour travailler en partenariat avec eux, mais en partenariat aussi avec les autres professionnels qui sont impliqués dans le plan d'intervention. Et puis, la même chose pour en 6, la révision des plans d'intervention. Donc, c'est important et on dit souvent ne pas faire de trop grands, trop longs plans d'intervention avec des objectifs qui ne finissent plus, puis des moyens aussi qui sont des listes d'épicerie. Donc, hein, ça facilite le travail, mais surtout, c'est la preuve que le plan d'intervention peut être mis en œuvre hein, quand il n'est pas trop, trop grand. On cible et puis on travaille avec l'élève. Puis c'est plus facile de mettre en œuvre des pratiques collaboratives et de travailler avec les familles. Donc, on a essayé d'illustrer le schéma. Je ne sais pas si vous, en synthèse un peu ce qu'on vient de vous dire. C'est la première fois qu'on faisait ce type de webinaire, Jean et moi. On sait qu'il y avait des besoins. C'est sûr qu'on est très peu en ligne, mais on sait que possiblement, ce webinaire-là pourrait outiller là, les acteurs en éducation. Donc, est-ce qu'il y a des questions en levant la main? On va redonner le droit pour voir tout le monde. Moi, on se voit, mais on veut voir les autres. Des questions ou des commentaires? Oui, ou des commentaires, oui.